OK. Donc, aujourd'hui, c'est un format un peu différent pour l'école d'été parce que on s'est dit qu'on avait négligé dans les dernières années le sommeil paradoxal, le pauvre. On s'est intéressé beaucoup aux analyses d'ondes lentes, puis de fuseaux, puis de la connectivité en non-REM. Puis le sommeil paradoxal, on l'a un peu négligé puis oublié. Donc, on voulait faire une session spéciale dédiée au sommeil paradoxal. Euh, les aspects plus techniques, là, les développements plus techniques qu'on fait, mais aussi les aspects plus scientifiques, là. Donc, ça va être un peu différent cette session-ci. Puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité on a fait un groupe interdisciplinaire là, avec étudiants postdoc, ingénieurs, techniciennes, j'oublie quelqu'un. Non, ça regroupe tout le monde. Donc, pour venir vous parler du sommeil paradoxal. Fait que je ne vais pas faire une introduction plus longue que ça parce que Claire va faire une introduction un petit peu plus détaillée. Donc, Claire, je te laisse la parole. Oui, mais tu as déjà pas mal tout dit. On va diviser la session d'aujourd'hui un peu en deux parties, avec une première partie où Sonia et Samuel vont nous présenter qu'est-ce que c'est que le sommeil paradoxal, à quoi ça ressemble sur des enregistrements, puis comment on peut l'analyser, quels paramètres sont intéressants et comment on fait les analyses. On pourra peut-être garder un petit temps de questions après ces deux présentations-là. Et ensuite, on aura trois présentations plus de scientifiques et de résultats, notamment pour certains d'entre nous. Donc, Claudia qui va nous parler des rêves, Shadi qui va nous parler du trouble du comportement sommeil paradoxal, et moi, je terminerai par la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est des travaux qu'on a en cours au CEAMS ou qui sont d'intérêt pour nous. Et là, on pourra poser des questions peut-être au fur et à mesure parce que les sujets seront un petit peu différents. Donc, Sonia, c'est toi qui vas commencer à nous présenter qu'est-ce que c'est que le sommeil paradoxal et puis à quoi ça ressemble sur des enregistrements en polysomnographie. Super. Donc, je vais vous faire le bref résumé sur le sommeil paradoxal. Donc, je vais revenir, moi, au début pour vous dire, dans une polysomnographie, dans le fond, dans un enregistrement de sommeil, les différents stades qui sont présents, ce sont naturellement, il y a de l'éveil, le sommeil non-REM, qui lui est composé de N1, N2 et N3, le N3 étant le sommeil lent profond, et on retrouve aussi le REM ou le sommeil paradoxal. Donc, sur cet hypnogramme, qui est en fait une représentation graphique d'une nuit de sommeil, on peut voir sur l'axe des X, le temps, sur l'axe des Y, les différents stades. PREM, c'est pour période REM, donc les périodes de sommeil paradoxal qui sont représentées par des blocs noirs. Donc, une PSG, c'est composé de cycles de sommeil. Donc, un cycle, c'est en fait une période de sommeil non REM, immédiatement suivie d'une période REM. Et quand le sommeil paradoxal se termine, le cycle prend fin et débute un second cycle et ça s'enchaîne ainsi de suite jusqu'à la fin de la nuit. Donc, un enregistrement qui durerait 8 heures, par exemple, aurait en moyenne serait composé en fait en moyenne de 3 à 5 cycles de sommeil. Pour ce qui est du sommeil paradoxal, l'apparition du premier REM surviendrait 90 à 120 minutes après un endormissement. De façon générale aussi, plus la nuit va avancer, plus la durée des REM devrait allonger. Et pour une période de sommeil, donc un enregistrement total, le REM va représenter chez un adulte sain en moyenne de 20 à 25 de la période de sommeil. Bon, comment on score le REM? Dans le fond, sur une époque de 30 secondes, donc la lecture de tracé se fait de 30 secondes en 30 secondes. Pour qu'on puisse dire qu'il y a du REM, il faut qu'on ait la présence simultanée d'une activité au niveau EEG de fréquence mixte et de faible voltage, de mouvements oculaires rapides et d'une atonie musculaire, c'est-à-dire que le tonus au niveau des électrodes collées sur le menton est à son plus bas niveau. Maintenant, si on prend les mouvements oculaires rapides, donc de façon générale, ce sont des mouvements qui sont irréguliers et dont la déflexion est inférieure à 500 millisecondes.
Donc, pour vous faire une comparaison, je vous mets une image de mouvement lent, donc qu'on appelle en anglais les rolling. Comme vous voyez, ces mouvements-là sont plus réguliers, ils ont une forme plus arrondie. Donc, comparativement aux mouvements oculaires rapides, leur déflexion est plus grande que 500 millisecondes. Maintenant, il peut arriver parfois que les REM soient toniques. Donc, ce qu'on appelle REM tonique, c'est caractérisé par de l'activité tonique au niveau de l'EMG mentonnier et ou de l'activité phasique au niveau de l'EMG mentonnier ou au niveau des membres. Donc, c'est au niveau des muscles fléchisseurs des doigts que ce serait plus sensible, donc ce serait plus facile de compter l'activité phasique. Et naturellement, le REM tonique, c'est ce qui est une caractéristique qu'on retrouve dans le trouble du comportement en sommeil paradoxal. Donc, pour imager, on parle au niveau du tonus musculaire, donc on parle d'activité tonique quand il y a une présence d'activité musculaire soutenue pour plus de 50% d'une époque de sommeil. Donc, comment on calcule le tonus? C'est qu'on prend le niveau le plus bas, on mesure son amplitude. Donc, si par exemple, j'avais 4 microvolts au niveau de mon tonus le plus bas, j'ajoute 50% de cette valeur, donc j'ajouterais 2 microvolts. Donc, dès que cette personne-là aurait un tonus qui mesure en amplitude 6 microvolts et plus, on considérerait que cette activité-là est tonique. Et si elle est présente pour plus de 50% de l'époque, on considérerait que l'époque est tonique. Comparativement à l'atonie, qui, elle, est une absence d'activité musculaire soutenue pour plus de 50% de l'époque. Maintenant, pour calculer, oui, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que naturellement, les gens qui se retrouvent avec des époques toniques, dans le fond, ce que ça fait, c'est que les gens, ça leur permet de pouvoir avoir des manifestations motrices ou de la vocalisation. Ce qui fait que ces gens-là, ça se pourrait qu'ils puissent acter leurs rêves. Donc, pour l'analyse d'un tracé, donc d'avoir du support audiovisuel, c'est super pertinent pour pouvoir bien objectiver et décrire les manifestations cliniques qui surviennent lorsque des gens ont du tonus musculaire dans leur REM. Donc, maintenant, pour caractériser l'activité musculaire phasique, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une dérivation qui contient, dans le fond, qui enregistre l'activité musculaire. Donc, dans mon exemple, c'est encore l'activité au niveau des électrodes du menton, mais on aurait pu prendre les électrodes enregistrées, la dérivation enregistrée au niveau des bras ou des jambes si elle était présente. On prend notre époque de 30 secondes, la dérivation spécifique, on la sépare en mini-époques de 3 secondes. Et pour chacun des 3 secondes, on vient dire s'il y a présence ou non d'activité phasique. Dans mon exemple, les boîtes roses ne présentent pas d'activité phasique et les boîtes bleues présentent de l'activité phasique. Qu'est-ce que l'activité phasique? En fait, c'est des bouffées d'activité musculaire qui ont une durée de 0,1 à 5 secondes et dont l'amplitude est 4 fois supérieure au niveau de base. Donc, dans ce cas-ci, ce serait pour cette époque, on prendrait 4 fois supérieur au signal qu'on retrouve ici. Donc, de façon générale, de façon grossière, donc c'est la façon qu'on identifie le stade REM. Donc, moi, c'était tout pour ma petite présentation. C'était juste vous remettre. Je n'ai pas parlé des ondes en dents de scie, justement parce que ce n'est pas essentiel pour le scoring. Donc, pour le scoring, c'est vraiment la présence de la fréquence de base, les mouvements oculaires et le tonus musculaire. Donc, merci de votre attention. Merci beaucoup, Sonia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Moi, j'en ai peut-être une première pour briser la glace. Quand on est un étudiant qui veut faire des analyses spectrales, toi, Sonia, tu sélectionnes des portions de REM qui sont sans artefact. Puis, est-ce que tu peux nous préciser un peu comment tu choisis ça, puis de quel type d'artefact il s'agit? Parce que tu élimines en fait les portions où les mouvements oculaires, par exemple, contaminent ton EEG, donc tu vas sélectionner, tu vas pas sélectionner du REM à la fois tonique et phasique au final.
Non, effectivement. En tout cas, pour les analyses auxquelles moi j'ai participé, donc quand on choisit une section, on s'assure qu'il n'y a aucun artefact de tout type, donc mouvement de la personne, contamination musculaire, des choses comme ça, et aucune contamination par les mouvements oculaires. Donc, c'est pour ça que l'outil de Samuel est important parce qu'on sait qu'il y a souvent beaucoup de mouvements oculaires rapides. Donc, c'est beaucoup de sections REM qu'on n'arrive pas à analyser parce que la composante du mouvement oculaire pourrait être trop importante sur certaines dérivations. Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fait. Est-ce que ça répondait à ta question? Shadi? Oui. Tu as parlé que l'activité tonique anormale, c'était quand l'activité musculaire était 2 fois plus élevée que l'activité EMG de fond. Est-ce qu'il y a aussi un critère de 10 microvolts? C'est-à-dire, si c'est supérieur à 10 microvolts sur 50% de l'époque, ça aussi, ça compte comme étant une époque tonique ou ça, c'est pas considéré? J'ai déjà lu. En fait, je ne sais pas, pour être honnête. Mais ce que tu veux dire, toi, c'est si tous les REM avaient 10 microvolts et plus, qu'il n'y aurait pas de signal vraiment très plat. C'est ce que je comprendrais de ta phrase, parce que c'est sûr que si on regarde un tracé, ça arrive parfois que quelqu'un a des REM tellement toniques qu'il n'y en a peut-être pas de partie où c'est très atonique. C'est sûr qu'à ce moment-là, on va considérer que la personne n'a pas d'atonie et d'emblée. On va considérer que ces REM sont toniques, effectivement, quand on peut confirmer que ce n'est pas un problème technique, là, que ce n'est pas du bruit autre que du musculaire. Puis ce que je n'ai pas dit aussi dans ma présentation, c'est au total, dans le fond, des REM, il faut que cette activité-là, tonique et ou phasique, représente 30% du REM pour qu'on considère que la personne a des REM toniques. Puis quand vous calculez, c'est par exemple, si il y a une mini-époque de 3 secondes qui a de l'activité phasique, si elle cote positive comme ayant de l'activité phasique, c'est le 3 secondes qui compte dans le total. Exactement. Mais ça prend 30% de tous les mini-époques de 30 secondes, plus de 30% et plus pour considérer au total le... Comme ça. Donc, vous voyez tous bien? Oui. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse quantitative de l'EEG en sommeil paradoxal. Donc, en premier lieu, on va un petit peu distinguer la différence entre le REM et le non-REM. Ces deux stades de sommeil distincts se différencient par le mouvement oculaire présent en REM, principalement, puis cela rend l'analyse quantitative du REM plus ardue, comme nous allons le voir très bientôt. Donc, je voulais tout d'abord vous présenter la distribution des stades REM et non-REM dans une nuit de sommeil. Nous avons donc un hypnogramme d'une nuit par page de 30 secondes. Chaque petite ligne correspond donc à une page. Comme vous pouvez le voir, la nuit comporte majoritairement du non-REM, donc on ne peut pas faire l'économie de pages de REM puisque nous en sommes déjà limités. Donc, le problème majeur rencontré en REM demeure que les mouvements oculaires sont omniprésents dans l'EEG et ceux-ci masquent l'activité cérébrale sous-jacente. Donc, qu'est-ce qu'on fait présentement pour analyser le REM dans ce cas? Présentement, les experts doivent identifier les tracés d'EEG qui contiennent ni d'artefacts ni de mouvements oculaires, ce qui est très problématique puisque l'on ne peut pas faire l'économie des pages de REM comme j'ai expliqué juste précédemment. Cela donne des résultats très précis puisque les pages ont été identifiées à la main. Cependant, ce n'est pas viable pour des études portant sur de larges cohortes puisque ce processus d'annotation est relativement long sur des nuits complètes. C'est pourquoi la situation actuelle ne nous permet pas de faire l'analyse exhaustive et quantitative de l'EEG de REM. Donc, on fait un petit état des lieux. Donc, après avoir lu un peu sur la littérature permettant de corriger les artefacts, beaucoup d'études se penchent vers l'ICIA puisque cette approche statistique fonctionne déjà bien. Donc, chaque méthode apporte, c'est sûr, ses avantages et ses inconvénients, mais nous allons nous concentrer sur l'ICIA puisque c'est la méthode la plus utilisée pour corriger les artefacts. Donc, dans ces études, la majorité s'attarde au clignement des yeux, au rythme cardiaque ou au mouvement musculaire. Tout cela durant l'éveil ou le non-REM, ce qui ne vient pas nécessairement régler notre problème en sommeil paradoxal.
Il y a aussi peu de validation à propos de l'efficacité de ces algorithmes, donc il est difficile de comparer les performances entre eux. Donc, il n'existe toujours pas, à notre connaissance, d'outils numériques pour décontaminer le EEG de REM pour en faire une analyse quantitative. Donc, avant de parler de l'outil développé, on va juste parler un petit peu, on va un petit peu parler des problèmes liés à l'ICA. Samuel, Oui, oui. je t'arrête tout de suite parce qu'il y a une question dans le chat. Ah, excusez, je vais. Ah, je n'ai pas vu. Mais c'est correct, je peux gérer oui. le chat. Donc, qu'est-ce Oui, que c'est c'est bon. l'ICA? L'ICA, dans le fond, ça veut dire Independent Component Analysis. Et dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça vient excusez, j'ai un petit blanc. Ça vient décomposer le signal en composantes statistiquement indépendantes. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, je vais tout expliquer le processus dans les diapos qui vont venir en présentant mon outil. Donc, on va avoir une petite idée de qu'est-ce que ça fait exactement l'ICA. Mais en ce moment, ça veut dire Independent Component Analysis, puis ça, dans le fond, ça rend les composantes statistiquement indépendantes. Donc, les problèmes, c'est justement avec l'ICA, c'est que ça décompose le G de REM en composantes statistiquement indépendantes, comme j'ai dit, mais la sélection de la composante pouvant apporter une information éventuelle, parce que dans le fond, les différentes composantes portent une certaine information. Dans le fond, le choix de cette composante qui pourrait porter un éventuel mouvement oculaire n'est pas automatique. D'où vous pouvez le voir dans le tableau que l'ICA est marqué non automatique. Donc, il faut combiner cette méthode avec un autre procédé afin de rendre l'outil automatique. Cela vient avec un coût, puisque la technique qui sera présentée sous peu rend l'outil hors ligne. Comme vous pouvez voir, mettons, dans ICA Online, il est marqué Yes, mais la technique qui va être utilisée, ça rend qu'il n'est plus online. Fait qu'on ne peut pas réaliser, on peut pas utiliser cet outil lors de la prise de données, il faut le faire par la suite. Un autre des problèmes avec l'ICA, c'est qu'il faut un bon nombre d'électrodes afin d'avoir des résultats concluants. Donc, on ne peut pas le faire avec une ou deux électrodes. Dans certains tests préliminaires, 6 électrodes, c'était le minimum afin d'avoir une convergence. Parce que dans le fond, l'ICA, c'est un algorithme qui itère jusqu'à ce qu'il converge à une certaine valeur. Donc, je vais parler rapidement des différentes étapes de l'outil. On va revenir en détail sur chacune des étapes. C'est juste pour un petit peu mettre la table sur ce qu'on va voir prochainement. Donc, en premier lieu, on va calculer une différence des signaux EOG droite et gauche sur chaque page de 10 secondes. Le 10 secondes, c'est vraiment juste pour essayer de fournir assez d'informations à l'ICA pour qu'il soit capable de calculer les composants. Donc, on calcule ensuite les composantes ICA sur chacune de ces pages. Après ça, on va calculer l'information mutuelle entre le signal DEOG, qui est la différence des deux, et les composantes par page. Après ça, on va calculer le modèle sur la contamination accidentelle. Ça, je vais en parler un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est exactement? Qui permettra d'établir un certain critère de sélection automatique. Et on va utiliser finalement une approche statistique permettant de sélectionner les composantes non contaminées pour la reconstruction du signal. Donc, on va passer à travers chacune des étapes en détail. Donc, la première étape, c'est vraiment de soustraire les EOG droite et gauche. Comme on sait, les mouvements oculaires sont en opposition sur les signaux droite et gauche. Comme vous pouvez le voir sur les signaux initiaux, le mouvement oculaire est vraiment en opposition sur les deux signaux. Donc, cette soustraction permettra donc d'amplifier le mouvement oculaire et de réduire du même coup toute activité visible sur l'EEG, autre que celle recherchée, par exemple, des complexes K, qui est un type de signal EEG qu'on ne veut pas nécessairement retirer ou c'est ça. Donc, pour revenir un petit peu sur la question précédente, qu'est-ce que c'est que l'ICA? Donc, l'ICA, ce que ça fait, c'est que ça prend en premier lieu les électrodes fournies. Fait que F3, F4, celles qui sont disponibles. Ces signaux, c'est vraiment des pages courtes. Nous, on a pris 10 secondes dans notre cas, afin d'identifier la composition qui serait cachée à l'intérieur de ces signaux sur un court laps de temps.
Donc, on passe ces électrodes dans l'ICA. Ce que ça va faire, c'est que ça va produire une matrice de décomposition qui est itérée. Dans le fond, c'est une matrice de poids qui est itérée jusqu'à ce que les composantes trouvées soient statistiquement indépendantes. Ça, ce que ça veut dire, c'est vraiment des calculs d'entropie, des choses comme ça, pour vraiment les décorréler. Donc, puisque c'est un processus itératif, il est important de mentionner que l'ordre des composantes peut varier. Fait que dans le fond, si je repasse l'algorithme 2, 3, 4 fois, ça ne va pas nécessairement me donner les composantes dans un même ordre. On obtient à la sortie donc la matrice de décomposition qui nous permettra de reconstruire le signal et les composantes sur 10 secondes, donc les composantes qui ont été calculées. Donc, éventuellement, en connaissant le critère de sélection que je vais discuter dans quelques diapos, il sera possible de retirer les composantes ayant une information mutuelle, que je vais aussi discuter juste après, au-dessus d'un certain critère ou ne rien faire. Fait que dans le fond, c'est soit 1 ou 0 pour notre algorithme. Donc, qu'est-ce que l'information mutuelle en premier lieu? On va y aller une étape à la fois. L'information mutuelle, c'est vraiment une mesure non linéaire permettant de quantifier la covariation entre deux signaux. En d'autres termes, l'information mutuelle correspond, dans notre cas, à la quantité de fluctuations similaires entre le DEOG et les composantes. Donc, on regarde vraiment des fluctuations qui seraient identiques. Donc, on quantifie ces similarités dans les fluctuations grâce à une Z-value, qui est juste un score calculé généralement, pour chacune des composantes. Donc, on peut le voir ici, moi j'avais 17 électrodes, donc ça va de 0 à 16, donc j'ai 17 Z-values qui sont sorties de là par page de 10 secondes. Donc, ça, c'est vraiment juste une page de 10 secondes qu'on peut voir. Donc, quelle est la ligne pointillée rouge sur le graphique de droite? Ça, c'est vraiment mon hypothèse nulle. Donc, c'est le certain critère qu'on discutait plus tôt. Donc, ce critère permet une adaptation à chaque individu. Donc, c'est vraiment, on roule ça pour une nuit complète. Donc, on trouve l'information mutuelle accidentelle dans des pages de 10 secondes qui sont un petit peu aléatoires dans toute une nuit. Okay? Comme vous pouvez voir les deux lignes du temps, je prends des pages de 10 secondes qui sont pas concordantes dans une nuit complète. Puis ça, dans le fond, c'est un petit peu l'objectif vraiment de déterminer une valeur seuil qui permet de dire avec certitude que les valeurs d'information mutuelle trouvées précédemment sont bien une trace du mouvement oculaire et non une corrélation qui serait due au hasard. Fait que dans le fond, on mixe des pages ensemble, on regarde leur information mutuelle, puis tu sais, normalement, ils ne devraient pas en avoir, d'où l'hypothèse nulle, parce qu'ils ne sont pas censés être corrélés. Fait qu'on vient établir une espèce de seuil minimal qui permet de dire, OK, au-dessus de ça, c'est pas dû au hasard, c'est vraiment une corrélation. Samuel? Oui. Est-ce que je peux te poser une question? Tout à fait. À ta diapo précédente, oui. Tu disais que tes CMP 0 à 16, c'est des électrodes, c'est pas des composantes? C'est des composantes, oui, pardon. C'est des composantes. Oui. OK. Donc, c'est des composantes pour une seule électrode ou pour plusieurs électrodes? Dans le fond, toutes les composantes, c'est les composantes décomposées de toutes les électrodes. Fait que tu prends toutes les électrodes, puis tu essaies de retrouver, dans le fond, des signaux à travers toutes ces électrodes. Fait que ça se pourrait que, tu sais, mon mouvement oculaire soit présent sur plusieurs électrodes. Donc, en le décomposant, tout le signal oculaire qui se retrouvait sur toutes les électrodes, on pourrait le retrouver sur une seule composante. OK. Donc, ça, c'est ton EEG. Puis, tu as pris quelle électrode EEG pour générer ces composantes-là? EEG, j'en ai pris beaucoup. C'est comme F3, F4, C3, C4. Il y a T6, T6, T7, T8, T9. J'ai les FZ, CZ, PZ, P1, P2. Fait que c'est vraiment tous ceux qui sont un montage, je pense, assez normal. OK. Puis là, ce qu'on voit sur ta figure du haut, c'est ta différence pour ton signal EEG que tu as fait la soustraction droite-gauche. Puis là, tu vois toutes tes composantes, tes 17 composantes en dessous. Oui. Puis là, toi, selon ce que tu as fait comme analyse statistique, c'est la composante 9 qui partagerait une information avec le OG. Exactement. OK. Donc, ouais. C'est pas clair à l'œil, là. On voit comme... ouais, c'est vraiment... En seconde, là, entre la 4e et la 5e seconde, il y a peut-être quelque chose, mais c'est comme étonnant. À la 7e seconde, c'est là qu'on voit le
le plus grand pic OG, puis on voit Ouais. c'est à peine un petit quelque chose. Là, c'est quand même, on le Théoriquement, voit, mais c'est petit. Là, je m'attendais à quelque chose de plus grand que oui. ça. Ça, c'est dans le fond, c'est parce que avec autant d'électrodes, c'est vraiment difficile de voir l'amplitude des signaux sans que ça soit vraiment le bordel ou que je prenne une page au complet. Mais théoriquement, l'amplitude de ce signal-là est comme plus élevée. Fait que le pic serait un petit peu plus proéminent. Mais dans le fond, c'est vraiment adapté pour que tout fit à la même que ça soit vraiment ordonné. Mais c'est difficile de représenter autant d'électrodes, c'est sûr. J'ai eu un petit peu de la misère avec ça. Puis après, peut-être que là, je vais trop vite, là, mais une fois que tu vas corriger, une fois que tu vas enlever l'information qui est partagée entre ton EOG et ta composante 9, Ouais. ton algorithme, il ne va pas toucher aux autres composantes. Il va juste toucher à la composante 9, puis il va juste Exactement. enlever la partie du signal de la composante 9 qui est expliquée par le OG ou il va... Dans le fond, vu que ça partage le plus d'informations avec le OG, ce que je vais faire, c'est que vu que c'est au-dessus du critère, je vais vraiment mettre la composante à 0. Fait qu'on va mettre la composante nulle. Puis en utilisant la matrice de décomposition qu'on a parlé précédemment, je suis capable de reconstruire le signal avec cette composante-là qui est à 0. Puis dans le fond, ça va reconstruire le signal presque identique au précédent. Sans justement cette composante. Fait qu'on va voir un petit peu dans les prochaines diapos à quoi ça peut ressembler quand on l'enlève la composante. Okay, est-ce que je réponds à ta question? Oui, très bien. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'était vraiment l'information mutuelle du hasard. Puis depuis le début, justement, j'utilise des graphiques produits par Synode. Donc, je voulais juste vous montrer un bref coup d'œil à quoi ça ressemble exactement. Donc, comme on l'a vu dans les cours précédents que Karine et David avaient présenté, moi ici, j'ai tout mon pipeline. Puis justement, ce qui était le fun, c'est qu'on peut voir toutes les graphiques de chacun de mes plugins pour justement pour avoir mes différents résultats de mes analyses. Donc, vraiment une petite appli vraiment le fun. Je vous le conseille. Éventuellement, mon outil va être aussi dessus. Donc, on va continuer. Donc, une fois que justement j'ai tout fait mon pipeline avec les informations mutuelles, blablabla, mes critères et tout, ça, mettons une page qui de 10 secondes qui a subi une correction des EG. Fait que ça, c'est le signal initiaux avant que je fasse quoi que ce soit avec. Là, après ça, une fois qu'il est corrigé, je vais pas nécessairement vous montrer le signal après, parce qu'il faudrait vraiment un œil d'expert pour être capable de détecter la différence, ce que dans le fond, qui est relativement difficile. Donc, à la place, je vous montre ce qui a été retiré du signal. Donc, je trouve ça beaucoup plus représentatif comme vue. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on peut voir ce qui a été retiré. Fait que dans le fond, ça, c'est tout le signal qui a été retiré du signal initial. Donc, comme on peut voir, ça ressemble quand même relativement à l'EOG. C'est ça. Fait que donc, là, pour, en fait, valider mon outil, comme j'avais dit plus tôt, c'était vraiment difficile. Les gens validaient peu leur outil parce qu'il y a peu ou pas de critères présentement pour définir si, oui ou non, on a attaqué justement de l'activité cérébrale, ce qu'on veut pas. On veut juste vraiment s'attaquer au mouvement oculaire. Donc là, présentement, ce qu'on a fait, juste pour savoir si on enlevait bien aux bons endroits, pas nécessairement la bonne chose encore, juste aux bons endroits, Sonia a identifié les occurrences des mouvements oculaires rapides en REM. Donc, j'ai comparé les pages de 10 secondes corrigées comportant des mouvements oculaires identifiés et les pages que j'avais corrigées qui n'avaient pas de mouvements oculaires identifiés par Sonia. Donc, j'ai obtenu une sensibilité vraiment élevée de 92%. Donc, j'avais presque tous les événements de Sonia dans mes pages corrigées. Par contre, j'avais une spécificité de 50. Donc, il faudrait trouver un moyen pour augmenter la spécificité de l'outil. Donc, ce qui a été fait, ou ce qui est en train de faire, ce qui est en cours plutôt, c'est d'augmenter la spécificité
en s'adressant directement au REM. Donc, il faudrait être plus parcimonieux dans la correction et cibler plus spécifiquement les pages avec du mouvement oculaire. Donc, pour pallier ce problème, il faut un outil caractérisant le mouvement oculaire en REM. L'objectif sera de corriger avec parcimonie, dans le fond, les pages qui ont été contaminées. Donc, des essais sont en cours en ce moment pour justement caractériser ce mouvement oculaire en calculant la variance du signal DEOG sur les segments de 10 secondes. Donc, en ce moment, on est en train de discuter peut-être 3 secondes à la place, vu que c'est ça dans la littérature pour les mouvements oculaires. Puis dans le fond, toutes les variances qui ont été calculées est classées par centile afin de garder ceux qui sont le plus élevés, car les pages contenant des mouvements oculaires sont souvent une amplitude plus élevée que celles n'en ayant pas. Finalement, il existe 2 types de REM. Fait que dans le fond, avec tous ces outils-là que je suis en train de concevoir, ça permet aussi d'étudier d'autres aspects du REM. Donc, il y a 2 types de REM. Il y a le REM phasique, puis il y a le REM tonique. Les méthodes de classification phasique-tonique varient grandement. Donc, diverses études ont analysé, dans le fond, les signaux provenant des EEG, EOG, EMG, ECG, puis même les signaux respiratoires. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects à regarder. Cependant, genre les critères peuvent varier dépendamment si les patients c'est des RBD, pas de RBD et tout. Donc, juste pour cibler les critères qui demeurent constants de façon générale, qui définissent le REM, c'est surtout les PGO, les PGO Wave de type 2 pour le REM phasique et les signaux en dents de scie dans les bandes de fréquence sigma-theta et une activité oculaire très présente, d'où justement la caractérisation des mouvements oculaires qui peut aussi m'être utile dans ce cas-ci. Tandis que le REM tonique est vraiment caractérisé par des PGO de type 1 occasionnel, ainsi qu'une augmentation aux réponses aux stimulations externes. Donc, mon hypothèse, c'est qu'à partir justement des résultats obtenus sur 3 secondes avec la caractérisation du mouvement oculaire, il y aura davantage de pages corrigées en phasique qu'en tonique. Donc, pour résumer, l'objectif vraiment de tout ça est de faire l'analyse quantitative du REM. Donc, par exemple, analyser les microstates, qui est des topographies EEG quasi stables, sur des EEG de REM de bonne qualité. C'est ça. Je pense qu'il y avait une autre question. Ah, ok, non, c'est ça. Est-ce que vous aviez des questions? Claudia? Oui, mais moi, je voulais juste bien faire la distinction ou comprendre là, quand, Sonia, tu parles de tonique, atonique, phasique, c'est pour le trouble comportemental en sommeil paradoxal. Surtout, j'imagine qu'on fait ces distinctions-là. Parce que moi, je suis habituée en recherche, puis je pense que ce que Samuel présentait aussi, on utilise les mêmes termes un peu de phasique et tonique, mais pour quelque chose de complètement différent. Donc, on appelle du sommeil paradoxal phasique quand il y a des bouffées de mouvement oculaire, puis tonique quand on n'a pas de mouvement oculaire ou de twitch musculaire. Je suis surprise qu'on utilise les mêmes termes, c'est un peu mélangeant, mais je voulais juste être sûre qu'on parlait de concepts différents finalement. Effectivement, moi, quand je parle de considérer qu'un REM est tonique ou atonique, je parle au niveau de l'activité musculaire, dans le fond, principalement mentonnée, là, ou les membres, comme j'ai dit tantôt. Et effectivement, je sais que dans la littérature, ça parle beaucoup plus phasique ou tonique au niveau des mouvements oculaires, mais pour la lecture des tracés, c'est uniquement l'activité musculaire qui est considérée tonique phasique selon ces termes-là. Nadia, je pense que tu peux poser ta question, puis après, on aura une question dans le chat. Oui, bien, je m'adresse peut-être à tous les experts en REM, là, parce qu'avec l'outil de Samuel, si je comprends bien, on va être en mesure d'identifier les portions de REM où il y a beaucoup de mouvements oculaires. Puis je me demandais à quel point il y a déjà des outils qui existent pour quantifier les mouvements oculaires en REM, pour savoir si quelqu'un en a beaucoup ou peu.
Est-ce que vous êtes au courant d'outils qui existent déjà? Puis Samuel, est-ce que ton outil va vraiment pouvoir faire ça finalement? Dans la plupart des outils que, dans le fond, dans la littérature que j'avais lu sur, premièrement, ils donnent rarement leur efficacité, mais c'est ça, admettons, il y a peu d'outils qui font déjà ça sur la détection du mouvement oculaire. Gaëtan en avait fait un, mais là encore là, en essayant de valider justement les résultats, ça concordait pas avec ce que Sony avait fait. Fait que, pas vraiment trouvé d'outils qui fait directement cette classification du mouvement oculaire. Il y a certains articles quand même qui parlent de densité du sommeil paradoxal. Est-ce que vous savez un petit peu comment... Moi, je ne l'ai jamais fait, mais est-ce que quelqu'un sait comment à peu près on mesure ça? Puis, ça vient d'où ces valeurs-là? Ben, je sais qu'une méthode, nous, en tout cas, on l'a faite à la main, là, d'identifier des périodes de sommeil phasique ou tonique avec mouvement oculaire ou sans sur des périodes de 4 secondes environ. Fait que ça permet de calculer un certain pourcentage. Là, mais je pense qu'il y a aussi des outils automatisés là, pour les mouvements oculaires, mais je pense qu'il y a plusieurs équipes de recherche qui font encore visuellement sur des petites époques, puis de calculer un ratio avec ou sans mouvement oculaire. On a une petite question dans le chat qui s'adresse à Sonia. Est-ce que tu as remarqué que le sommeil paradoxal tonique apparaît plus souvent à la fin de la nuit? Je ne pourrais pas vraiment me prononcer, mais il faudrait faire attention que ce ne soit pas juste que les électrodes captent moins bien le signal parce que les produits qui permettent, dans le fond, de les fixer en place auraient séché. Fait que je dirais que oui, ça se peut. Mais est-ce que c'est typiquement parce que ça survient en fin de REM? Je n'ai pas porté mon attention là-dessus, là, autrement que ce serait peut-être un petit début d'artefact et d'électrode, si je peux me permettre. Okay, merci beaucoup. Oui, Shadi. Juste rapidement, juste curieux, quand tu vois un épisode phasique sur la polysomnographie, est-ce que tu regardes la caméra à ce moment-là pour voir c'était quoi l'équivalence au niveau comportemental? Comment ça fonctionne? Ben, en fait, effectivement, souvent, ce que les techniciens au laboratoire clinique vont faire, c'est qu'ils vont d'abord analyser le sommeil, puis effectivement, après ça, ils vont regarder, pas nécessairement à chaque événement, mais ils vont passer peut-être plus en accéléré les vidéos pour voir s'ils voient quelque chose. Puis souvent, je vous dirais que ça prend vraiment un œil minutieux là, parce que les mouvements, ce n'est pas nécessairement de grande amplitude. Fait que ça prend une bonne caméra, dans le fond, qui va bien, parce que ça pourrait être des mouvements très, très légers au niveau des doigts. Fait qu'il y a un technicien au laboratoire qui est plus habitué là, de les regarder, là, mais effectivement, c'est souhaitable que les gens regardent les vidéos pour voir s'il y a des manifestations. Puis aussi, il ne faut pas négliger l'importance des gens qui surveillent les nuits puis qui pourraient aussi noter cette présence-là. Fait que ça peut faciliter d'aller retrouver l'événement aussi par la suite. Merci beaucoup. Je pense que là, on peut passer à la présentation de Claudia. On va avoir trois présentations plus scientifiques. Et la première, c'est Claudia Picard-Delan qui va nous présenter en quoi le sommeil paradoxal, c'est un stade de sommeil vraiment intéressant dans le cadre de l'étude des rêves et qui va nous présenter des résultats d'une étude en cours. Donc Claudia, c'est à toi. Parfait. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Oui. Parfait, merci. Excellent. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir de pouvoir vous présenter un peu sur le sommeil paradoxal, mais avec un angle différent de celui des rêves. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je suis doctorante en neurosciences. Je travaille au laboratoire des rêves et des cauchemars au CEAMS avec Tori Nielsen. Puis, je vais vous présenter un peu justement les relations entre le sommeil paradoxal et les rêves, comment on peut utiliser le sommeil paradoxal pour étudier les rêves, mais aussi comment l'étude des rêves peut nous informer sur le sommeil paradoxal.
Donc, juste pour commencer, mettre la base là, pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec le type des rêves, de situer la place des rêves dans une nuit de sommeil. Donc, c'est sûr qu'historiquement, on a beaucoup associé les rêves aux périodes de sommeil paradoxal, même que dans les anciens articles, on va parler du stade des rêves plutôt que du stade de sommeil paradoxal. Et en effet, c'est vraiment en sommeil paradoxal qu'on va avoir les rêves les plus vifs, les plus complexes, les plus bizarres, les plus sensoriels. Mais on a quand même une panoplie d'autres types d'expériences oniriques, d'autres types de rêves là, qui peuvent avoir lieu dans les différents stades de sommeil. Donc, je vais juste le mentionner. Donc, par exemple, on a les imageries hypnagogiques dans l'endormissement en stade 1 ou hypnocompiques quand on se réveille le matin. On peut aussi avoir des activités oniriques qui accompagnent certains troubles de sommeil comme les terreurs nocturnes, somnambulisme en sommeil profond. Et globalement aussi, en stade 2, en stade 3, on peut avoir des rêves. Souvent, c'est des rêves qui sont un peu plus simples, un peu plus dans l'ordre de la pensée. Donc, tout au long de la nuit, on peut avoir là, une forme d'activité consciente qui va fluctuer avec les différents stades de sommeil, mais qui va aussi fluctuer avec le temps de la nuit. Donc, en général, plus on progresse dans une nuit de sommeil, plus les rêves vont être longs, immersifs, perceptuels, narratifs, bizarres, etc., peu importe là, le stade du sommeil. Mais ça reste quand même qu'on a une relation privilégiée là, quand on utilise le rêve avec le sommeil paradoxal. Donc, quand on parle de rappel de rêve, si on se rappelle ou non de son expérience de rêve, en sommeil paradoxal, si on réveille quelqu'un, on a 85% des chances et plus de pouvoir collecter un rêve, que la personne se souvienne de son rêve, alors qu'en sommeil-là, on parle plus de 50% des chances. Donc, ça reste que le sommeil paradoxal est utile pour nous là, quand on veut étudier les rêves. C'est des expériences qui sont plus vives en général. Puis, en fait, plus le sommeil paradoxal est intense, plus les rêves vont l'être également. Donc, par exemple, justement, le fameux sommeil paradoxal phasique. Ici, je parle vraiment avec des types de mouvements oculaires et pas d'activité musculaire. Mais quand on a des mouvements oculaires, si on réveille quelqu'un à cette étape-là, les rêves ont tendance à être plus vifs, plus visuels, avec plus de mouvements, plus de participation active du rêveur dans le rêve. On a aussi d'autres phénomènes, par exemple les cauchemars, où est-ce qu'on a des rêves qui ont un contenu émotionnel qui est très intense, très négatif, qui est souvent mené à un réveil de la personne, qui ont été associés spécifiquement là, à du sommeil paradoxal, mais surtout à un sommeil paradoxal qui est un peu plus actif. Donc, entre autres, il y a certaines études qui montrent que les minutes qui précèdent le réveil d'un cauchemar, on va avoir une plus grande activation autonomique, par exemple, une plus grande fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, mais aussi une plus grande densité des mouvements oculaires qui va accompagner là, des expériences de rêve qui sont très intenses, très émotionnelles, qui pourrait aussi là, être un peu la manifestation d'une altération de la fonction de régulation émotionnelle là, qui est attribuée au sommeil paradoxal. Et finalement, un autre phénomène qu'on retrouve en sommeil paradoxal, particulièrement dans un sommeil paradoxal qui est actif, c'est les rêves lucides. Donc, les rêves lucides sont des rêves où le rêveur est conscient d'être en train de rêver. Il peut même parfois contrôler certains aspects de son rêve. Et il y a des études récentes qui montrent que, bon, typiquement, on pensait que c'était un peu un mélange entre l'éveil et le sommeil paradoxal, les rêves lucides, mais il y a d'autres études qui pensent que c'est plutôt, ça a lieu plutôt dans un sommeil paradoxal qui est très actif, qui est très intense. Donc, entre autres, il y a une plus grande densité des mouvements oculaires là, qui va accompagner la lucidité dans un rêve. Et on peut même utiliser les rêves lucides comme un outil en laboratoire comme une sorte de marqueur temporel pour confirmer que la personne est bel et bien en train de rêver sans avoir à la réveiller et lui demander si elle rêvait ou non. Donc, ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est d'utiliser les mouvements oculaires, justement, qui peuvent être contrôlés par les rêveurs lucides à l'intérieur de leur rêve. Donc, on peut leur demander de bouger les yeux de gauche à droite, de 3 à 5 fois. On va préétablir là, un signal avec le participant pour que lorsque la personne devient lucide dans son rêve, elle puisse nous faire le signal à l'intérieur de son rêve et nous, on peut voir ces tracés-là en direct sur la polysomnographie et ça nous donne vraiment un marqueur là, en temps réel que la personne devient lucide. Et ça, c'est vraiment intéressant dans la recherche d'avoir ce marqueur temporel parce qu'on n'a pas encore trouvé des corrélats neuronaux là, qui sont complètement fiables pour pouvoir dire si une personne est en train de rêver ou non. Je vous présente quand même, donc il y a certaines études, plusieurs études qui ont essayé de trouver ces fameux corrélats neuronaux du rêve. Donc ça, c'est une étude là, qui a été publiée en 2017
qui est assez convaincante quand même. Donc, utiliser l'EEG à haute densité pour comparer l'activité cérébrale qui précède les éveils avec ou sans rappel de rêve. Et ce qu'ils ont montré, c'est que autant en stade 2 qu'en sommeil paradoxal, il y a une sorte de hotspot qui va s'allumer dans les régions postérieures. Donc, quand on a une expérience consciente, quand on a un rappel de rêve, c'est-à-dire qu'on va avoir une moins grande puissance des ondes delta, des ondes glandes, mais une plus grande activité là, dans les fréquences rapides qui va pouvoir prédire là, que la personne va se rappeler d'un rêve au réveil. Donc, ça montre un petit peu, là, où ça suggère que le sommeil paradoxal, c'est pas une condition nécessaire pour avoir le rêve, parce qu'on peut rêver dans d'autres stades du sommeil, mais quand même, c'est un stade de sommeil qui offre les conditions optimales pour le rêve, ou du moins pour le rappel du rêve, parce que ce sont des critères, des conditions qu'on retrouve là, naturellement en sommeil paradoxal, donc d'avoir plus de fréquences rapides et moins longtemps. Par contre, un petit bémol quand même, quand on parle d'étudier les corrélats neuronaux des rêves, il faut bien distinguer entre le fait de rêver, donc d'avoir une expérience consciente pendant le sommeil, versus de se rappeler de son rêve au réveil. Donc, qu'est-ce qu'on étudie quand on étudie les corrélats neuronaux des rêves? C'est pas toujours clair. C'est-à-dire que dans un monde idéal, si quelqu'un rêve à un chien, on va la réveiller et elle va nous dire « Ah oui, je me rappelle, j'étais en train de rêver à un chien ». Ou si la personne n'a aucune activité consciente, aucun rêve, on la réveille et elle n'a rien à nous rapporter. Mais en réalité, on a aussi la possibilité que la personne, si on la réveille, elle nous dise « Ah oui, j'étais sûre d'être en train de rêver, mais je ne me souviens plus du tout du contenu », qu'on appelle un rêve blanc. Alors là, c'est pas clair si réellement il y avait un rêve ou si c'était une absence de contenu, puis c'est juste une impression d'avoir rêvé. Ou la personne peut avoir, peut-être qu'elle était en train de rêver, on la réveille et elle oublie tout simplement son rêve. Donc, ça fait en sorte que ça reste une grande difficulté dans l'étude des rêves là, et de la conscience durant le sommeil parce qu'on est encore dépendant du récit subjectif de rêve de la personne quand on la réveille. Donc, souvent, quand on parle des corrélats neuronaux des rêves, on parle plutôt des corrélats du rappel de rêve parce qu'on ne peut pas tout à fait faire la distinction très, très vite. Puis, surtout quand on étudie les rêves au laboratoire, il peut y avoir une certaine confusion de justement, est-ce que j'ai rêvé, est-ce que j'ai dormi? Parce que les gens au laboratoire rêvent au laboratoire. Donc, je vous donne un exemple ici, dans mon projet, donc quelqu'un qui dit avoir rêvé à mon réveil ici au laboratoire, je me réveillais, Claudia m'expliquait que c'était terminé, je pouvais rentrer, on prenait l'autobus, blablabla, vous m'enlevez les électrodes. Donc, c'est un exemple très, très classique de faux réveil en laboratoire, qui est un phénomène assez commun. C'est quelque chose qu'on a voulu étudier là, sur une grande base de données qu'on a collectée au laboratoire des rêves et des cauchemars au SEANS. Donc, c'était sur plus de 500 rapports de rêves venant de 343 sujets en santé de différents projets qu'on a faits. Et on a pu montrer, là, à travers tous ces rêves-là, que le phénomène de rêver au laboratoire est beaucoup plus commun en sommeil paradoxal comparé au sommeil lent, et particulièrement lors des siestes matinales. On utilise beaucoup des siestes matinales au laboratoire. C'est là que la propensité au sommeil paradoxal est la plus forte. Et c'est là qu'on retrouve le plus ce phénomène-là. Donc, globalement, on a 44%, près de la moitié des rêves en sommeil paradoxal qui sont à propos du laboratoire. Donc, c'est énorme. Donc, ça veut dire pour tous ceux et celles ici qui font de la recherche là, en sommeil avec des participants humains en laboratoire, même si vous ne regardez pas du tout les rêves, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup des participants qui rêvent à vous et qui ont des expériences qui rêvent au laboratoire, puis ça peut mener à beaucoup de confusion chez ces personnes-là. Puis pour nous, bon, c'est un phénomène qui est très intéressant pour étudier la formation des rêves, donc comment une expérience va être transformée dans les rêves, mais ça peut aussi être vu comme un problème méthodologique parce qu'on va influencer notre objet de recherche là, en l'observant. Puis pour nous, la prochaine étape, ce serait de voir justement est-ce qu'il y a une signature EEG qui accompagne ce type de rêve-là. Donc peut-être qu'on a un sommeil paradoxal qui est un peu altéré en laboratoire, qui est hyper vigilant. Puis ça peut avoir des implications, pas seulement pour la recherche sur les rêves, mais sur la recherche du sommeil en laboratoire de manière générale. Un peu dans la même lignée, sur la perception du sommeil, je vous présente une autre étude qu'on a fait récemment avec Michel Carr à l'Université de Rochester,
qui n'est pas encore publié, où on voulait étudier la sensation de dormir profondément au cours d'une nuit de sommeil, puis un peu de voir le lien avec les rêves. Donc, ce qu'on a fait, c'est, on appelle ça un protocole de réveil en série, où on a réveillé les participants plusieurs fois durant la nuit. Donc, toutes les petites flèches ici, c'est quand on a réveillé, c'est un exemple d'un participant, qu'on a réveillé 12 fois au cours de la nuit dans différents stades du sommeil, donc en stade 1, stade 2, stade 3 et en sommeil paradoxal, pour collecter les rêves tout au long de la nuit, mais aussi pour leur demander « Est-ce que tu te sentais éveillé ou endormi avant que je te réveille? » Et si la personne répondait « Oui, j'étais endormi », alors là, on lui demandait à quel point ton sommeil était profond juste avant que je te réveille ou que j'appelle ton nom. Et ce qu'on a trouvé, c'est que les participants, même s'ils sont objectivement en sommeil, pensent être réveillés assez fréquemment, surtout en stade 1, donc surtout en début de nuit. Donc, en stade 1, les gens ne pensent pas qu'ils sont endormis, ce qui n'est pas trop surprenant parce que le stade 1, on est vraiment une période de transition entre l'éveil et le sommeil. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est que même en stade 3, en sommeil profond, les gens, 20% du temps, donc une fois sur 5, pensent qu'ils sont éveillés et non pas endormis. Et ça, c'est vraiment surprenant quand on voit des belles ondes lentes en début de nuit, un participant en santé, jeune, avec un sommeil qui est très profond de notre point de vue, et qu'on réveille la personne et la personne pensait qu'elle était éveillée. Alors qu'en sommeil paradoxal, on voit que c'est très, très rare que les gens vont méprendre leur sommeil pour de l'éveil. Et même quand les gens vont identifier correctement qu'ils étaient endormis, globalement, ils vont se sentir plus profondément endormis quand ils sont en sommeil paradoxal comparé au sommeil lent profond, surtout en début de nuit. Et aussi, ils vont se sentir plus profondément endormis vers la fin de la nuit comparé au début de nuit. Donc, même si on a une moins grande intensité des ondes lentes, qui est notre marqueur là, par excellence de la profondeur du sommeil. Donc, ces résultats-là, ça remet un peu en question là, cette idée que les ondes lentes, le sommeil profond est directement lié avec la sensation de profondeur, de se sentir profondément endormi. Puis la question, c'est qu'est-ce qui se passe en sommeil paradoxal pour que les gens se sentent plus profondément endormis? Et c'est possiblement parce qu'ils sont plongés dans leur rêve, dans leur expérience onirique. Donc, on montre qu'il y a vraiment une forte corrélation entre la sensation de dormir profondément, puis à quel point, donc la profondeur du sommeil ici, puis à quel point la personne se sent immergée dans son rêve, donc à quel point elle est physiquement présente et active là, dans le scénario de rêve. Et pour illustrer ici, là, par exemple, quelqu'un qui, je pense que c'est en stade 2, donc qui pense qu'il est en train de penser à organiser des choses. Donc ça, c'était son rêve. Qui est très peu immersif et en effet, la personne se sentait très légèrement endormie à ce moment-là, alors que dans un même stade, si elle est ici dans une épicerie, elle marche, elle parle, donc la personne, c'est pas un rêve qui est particulièrement remarquable ou émotionnel, mais la personne est physiquement présente, elle agit dans son rêve, elle participe au rêve de manière immersive et ces rêves-là sont associés à une grande sensation d'être endormi et d'être profondément endormi. Et juste pour dire ça, ça réplique les résultats d'une étude qui a été publiée récemment, donc qui montre la même chose, donc chez les bons dormeurs que le sommeil paradoxal est perçu comme étant un stade de sommeil plus profond que le sommeil lent. Et cette étude-là va plus loin, donc elle montre les marqueurs G aussi, mais elle montre aussi que chez les patients qui font de l'insomnie paradoxale, c'est-à-dire ceux qui ont l'impression de ne pas dormir, même si objectivement, ils ont une nuit de sommeil là, qui est assez bonne. Donc, chez ces patients-là, avec de l'insomnie, ils vont perdre cette sensation de profondeur en sommeil paradoxal et l'étude montre, entre autres, que c'est parce que leurs rêves sont plus proches, sont plus dans l'ordre de la pensée plutôt que d'être des rêves perceptuels, multisensoriels et immersifs. Donc, globalement, ça vient, tous ces résultats-là, ça vient un peu questionner là, sur le concept de profondeur. Qu'est-ce qu'on veut dire par sommeil profond? Est-ce qu'on peut utiliser les ondes lentes comme proxy pour la profondeur, ou du moins pour la profondeur subjective du sommeil? Puis ça montre aussi que les rêves ou le type de rêve qu'on peut avoir durant le sommeil peut être un joueur important là, quand on parle de qualité de sommeil, mais aussi de certains troubles de sommeil comme l'insomnie.
Donc, je suis déjà à 15 minutes, mais juste pour terminer rapidement, donc les défis en la neuroscience des rêves et des cauchemars, j'en mets juste quelques-uns ici, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit. Donc, pour étudier les corrélats neuronaux, on est encore confronté à pas pouvoir dire si quelqu'un ne se rappelle pas de son rêve, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait aucun rêve, est-ce que c'est parce qu'elle a oublié son rêve, ou parce qu'elle a rêvé d'être éveillée, possiblement. Bon, rêver au laboratoire, c'est possiblement un problème méthodologique qui fait en sorte que les rêves ne sont pas tout à fait représentatifs. On les étudie en laboratoire, ou peut-être même le sommeil paradoxal n'est pas représentatif. J'en ai pas parlé beaucoup des cauchemars, mais juste une petite note pour dire qu'il y a très, très peu de cauchemars qui vont avoir lieu en laboratoire. Même ceux qui en font fréquemment à la maison, c'est très rare qu'ils vont en faire un en laboratoire. Peut-être parce qu'ils se sentent en sécurité ou peut-être parce que leur sommeil paradoxal est altéré ou qui est hyper vigilant, justement, puis ça les empêche de rentrer pleinement dans leur cauchemar. Donc, c'est difficile d'étudier les corrélats physiologiques des cauchemars. Il y a très peu d'études. Et finalement, les fameux artefacts oculaires dans l'EEG. Donc, c'est vraiment une grande limitation pour l'analyse spectrale pour étudier les corrélats neuronaux des rêves. Donc, surtout nous qui nous intéressons au sommeil paradoxal phasique. Normalement, c'est ça qui est jeté aux poubelles un peu dans les analyses. Donc, je suis très contente que Samuel travaille là-dessus pour nous. Je pense que ça va être très utile de pouvoir rejeter ces artefacts. Et finalement, bon, la science des rêves aussi se développe là, avec de nouvelles approches. Bon, déjà, l'imagerie cérébrale avec une plus haute résolution, je pense que ça amène des études vraiment intéressantes. De plus en plus, ça va être intéressant de voir aussi la technologie qui se développe pour mesurer l'activité cérébrale à domicile, qui va nous permettre justement de faire plus des analyses longitudinales ou d'avoir des rêves qui sont plus représentatifs à la maison. Les rêves lucides aussi qui sont utilisés vraiment de plus en plus, qui nous permettent d'avoir un signal en temps réel, mais aussi de contrôler certains aspects du rêve à l'intérieur du rêve avec les rêveurs lucides qui sont expérimentés, donc des études très intéressantes. Et finalement, tout un nouveau domaine d'ingénierie du rêve qui se développe présentement, donc toutes sortes de technologies émergentes, la stimulation olfactive, stimulation tactile, lumineuse, pour induire des rêves lucides, pour manipuler les rêves, la TAC, stimulation cérébrale, la réalité virtuelle, des méthodes d'enregistrement musculaire qui sont de plus en plus raffinées. Donc, toutes sortes de technologies qui se développent présentement pour essayer de mieux contrôler le contenu des rêves, mieux les influencer pour pouvoir finalement mieux les étudier. Donc, voilà, ça fait le tour pour ma présentation. Merci beaucoup, Claudia. C'est vraiment super, super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou les noter dans le chat, puis je les lirai pour vous. Je peux peut-être commencer le temps qu'on ait des petites questions. Moi, je suis vraiment intéressée par les corrélats neuronaux. Là, je trouve ça vraiment intriguant. Puis l'étude de Francesca Ciclari qui montre que un peu un environnement propice, c'est d'avoir en sommeil paradoxal une diminution des fréquences lentes, delta, puis augmentation rapide. Puis en fait, tu observes l'inverse dans la maladie d'Alzheimer. Tu observes vraiment en sommeil paradoxal une augmentation des rythmes lents et une diminution des fréquences rapides. Donc, ça s'inverse par rapport à ce que le sommeil paradoxal est censé être en bonne condition. Puis, je me demandais, est-ce que tu sais s'il y a des études qui se sont intéressées à l'activité onirique chez des patients atteints de maladie d'Alzheimer? Alors, peut-être pas au stade de démence, là, j'imagine que ça doit être un peu compliqué à ce stade-là, mais même chez des patients qui ont des troubles cognitifs légers, type MCI. Ouais, je connais pas beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études s'il y en a. Puis s'il y en a, il me semble qu'ils ont juste simplement montré qu'il y avait un moins grand rappel de rêve, là, mais encore une fois, on est encore confronté à cette distinction. Donc, c'est peut-être juste qu'ils ont oublié leur expérience de rêve. C'est difficile à dire. Mais si tu dis que globalement, leur sommeil paradoxal a plus d'ondes lentes puis moins de fréquences rapides, c'est possible que ce soit pas seulement une question d'oubli du rêve, mais qu'il y ait une expérience de rêve qui soit moins riche ou moins fréquente. Mais il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais je ne connais pas, malheureusement. La réponse, mais il faudrait que je regarde. Oui. Mais je n'ai pas en tête d'études comme ça. C'est pour ça que je me demandais si tu savais, parce que c'est quasiment sûr là, que l'activité onirique est complètement perturbée, vu que tous les corrélats sont perturbés aussi. Mais ça serait vraiment intéressant. On garde ça en tête. Si tu vois quelque chose, tu me le diras. Ouais. Ouais. Ça serait intéressant.
Alice, ben, je vais peut-être vous la présenter parce que c'est moi qui l'ai invitée. Là, Alice, elle a fait sa thèse dans le labo de Géraldine Roche en France avec moi, puis elle était intéressée pour venir nous écouter aujourd'hui. Donc, c'est moi qui l'ai invitée. Merci Claire pour l'introduction. Merci pour la présentation, Claudia, c'était passionnant. J'ai adoré vous écouter. J'avais une question sur le lien que vous avez fait avec le côté immersif du rêve. Comment vous avez gradé ça en fait? Est-ce que c'est une échelle ou c'est par le discours du participant? Comment C'était l'immersion subjective de la personne. Donc, on demandait à la personne à quel point elle se sentait physiquement présente et immergée dans son rêve. Fait que c'est vraiment une échelle subjective, là. C'est le participant même qui nous disait. Ce serait intéressant, par contre, d'essayer de répliquer ça avec un juge extérieur. Là. Je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait faire éventuellement. Est-ce qu'on est capable de nous-mêmes juger si la personne est immergée dans son rêve? Mais pour l'instant, ce qu'on utilise, c'est des mesures subjectives. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si jamais tout de suite, il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la présentation de Shadi qui va nous parler de troubles du comportement en sommeil paradoxal. Donc là, on va avoir 2 présentations qui vont suivre, qui vont être plus dans le contexte des maladies neurodégénératives. Donc Shadi, la parole est à toi. Bon, voilà. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Je vais faire un résumé un peu de ce qu'est le TCSP. Je ne vais pas rentrer dans les résultats d'études particulièrement, mais je vais faire un peu un wrap-up de ce que c'est, puis la relation du TSP avec la neurodégénérescence, puis l'atonie musculaire. Donc, comme vous le savez, le TCSP, c'est un peu un modèle de sommeil paradoxal parce que c'est une parasomnie pendant laquelle la personne perd l'atonie musculaire qui est présente pendant le sommeil paradoxal. Puis ici, je vous présente un patient qui a un épisode de TCSP. Donc ça, c'est pas un patient de Sacré-Cœur, c'est un patient qui a une vidéo qui est accessible dans l'article d'Isabelle Arnulf, Movement Disorders. Donc ça, c'est un patient qui a un épisode de TCSP, qui est en train de rêver, il est en sommeil paradoxal. Et comme vous voyez, il a perdu l'autonomie musculaire, donc il se met à bouger. Là, il prend l'oreiller, il se défend contre un ennemi, probablement. Et il se réveille à aucun moment. Donc, normalement, on ne bougerait pas, mais lui, il bouge. Donc, c'est un patient qui a un TCS. Et on a entendu aussi le monsieur crier. Donc, comme Sonia disait, c'est des comportements qui peuvent être élaborés et c'est des vocalisations aussi. Au niveau de l'ICSD, les critères diagnostiques pour un trouble comportemental en sommeil paradoxal ou RBD ou TCSP, c'est la présence d'épisodes répétés de mouvements ou de vocalisation pendant le sommeil. Donc, ça peut être généralement, c'est des comportements qui sont assez développés, assez sophistiqués. Okay. Donc, ça peut être des comportements qui sont assez développés. Donc, ça peut être des coups de poing, des coups de pied, bouger les bras, ajuster les bras, gesticuler. Ou ça peut être des comportements moins violents. Donc, comme fumer, manger, applaudir, des choses comme ça. Donc, il doit y avoir des épisodes répétés comme ça pendant le sommeil. Le deuxième critère, c'est que ces comportements-là doivent se produire pendant le sommeil paradoxal, ou présumément. Donc, ça, on a une vidéo polysomnographie. On peut donc vérifier, comme Sonia a dit, si l'activité phasique ou tonique se produit à des moments où il y a des comportements élaborés qui se produisent, ou présumément. C'est-à-dire que si on n'a pas accès à l'aspect vidéographique, on peut faire un historique clinique et demander à la personne, mais est-ce que les mouvements se produisent plus en début de nuit, en milieu de nuit ou en fin de nuit? Mais troisième critère, de toute façon, il faut avoir une démonstration à la polysomnographie de RSWA, ce qu'on appelle le REM Sleep Without Atonia, donc la présence de tonus musculaire pendant le sommeil paradoxal. Quatrième critère, c'est l'absence d'activité épileptiforme durant le sommeil paradoxal, à moins qu'on puisse vraiment certifier que l'épisode TCSP se produit séparément de la présence d'une activité épileptiforme. Et le dernier critère, c'est que c'est pas mieux expliqué par un autre trouble, que ce soit un autre trouble de sommeil, un trouble de santé mentale, un trouble de santé physique, un trouble neurologique ou un abus de substance.
Donc, pour comprendre le TCSP en termes de la perte d'atonie musculaire, ça vaut la peine de revenir un peu sur ce que c'est la pathophysiologie de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal. Donc, ici, vous voyez à gauche donc un schéma. Je ne vais pas rentrer dans chacune des connexions. Je vais cibler sur l'essentiel. Mais donc, ça ici, c'est une situation normale. Donc, une personne qui a une atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal, puis une activité EEG. Et ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal, il y a vraiment une paralysie des muscles squelettiques, de la majorité des muscles squelettiques, pas tous les muscles. Donc, les muscles respiratoires, eux, c'est correct. Les muscles de l'oreille interne, c'est correct. Les muscles extra-oculaires sont corrects. Mais le reste est paralysé. Et pour quelle raison est-ce que c'est paralysé? C'est parce que ces muscles-là, bien entendu, sont énervés par des neurones moteurs. Et ces neurones moteurs-là vont être inhibés pendant le sommeil paradoxal. Donc, ces neurones moteurs-là vont recevoir des connexions d'une région qui se trouve dans le bulbe, dans le cerveau, qui s'appelle le VMM, donc le ventromedial medulla, le bulbe ventromédian. Cette région-là contient beaucoup de neurones qui sont enrichis en GABA et en glycine. Donc, ces neurones-là vont projeter sur les motoneurones dans la moelle épinière, ils vont exercer une inhibition. Donc, quand on arrive en sommeil paradoxal, puis qu'on a une atonie musculaire, les motoneurones sont inhibés par le bulbe ventromédian, par l'inhibition exercée par le GABA et la glycine. La question, c'est comment est-ce que ces neurones-là font pour être actifs, pour inhiber les motoneurones? Mais ça relève d'une structure qui est encore un peu plus haute dans le tronc. Donc, si on monte un peu plus haut au niveau du pont, il y a une autre région qui s'appelle le noyau sous-Chereleus. On l'appelle aussi le noyau sous-latéro-dorsal. C'est une région où il y a beaucoup de cellules. Il y a beaucoup de types de cellules. Il y a les cellules cholinergiques, glutamatergiques, cholinergiques, GABAergiques. Et on sait que si on stimule ce noyau-là, on va entraîner de l'atonie musculaire. Donc, ce qui arrive en fait, c'est qu'il y a certaines cellules dans ce noyau-là, le noyau sous-Chereleus, qui vont projeter sur le bulbe ventromédian et ils vont activer le bulbe ventromédian. Donc, en activant le bulbe ventromédian, on va activer l'inhibition des neurones moteurs et donc la paralysie musculaire. Donc, si on stimule le bulbe ventromédian, on induit une atonie musculaire. Si on stimule le noyau sous-Chereleus, on introduit aussi une atonie musculaire chez la personne. Ce qui est intéressant, c'est que si on stimule le noyau sous-Chereleus, c'est pas seulement l'atonie musculaire qu'on crée, c'est le sommeil paradoxal au complet. On le déclenche. On déclenche plusieurs manifestations du sommeil paradoxal, puis on peut jouer sur sa durée également. Donc, c'est pour ça que dans les études, on voit souvent que le noyau sous-Chereleus est référé comme étant le Master REM Sleep Switch, une région très complexe, qui est associé donc au sommeil paradoxal plus at large. Et particulièrement, en ce qui concerne l'atonie musculaire, ce qu'on sait, c'est que dans ce noyau-là, particulièrement, ce qui a l'air d'être associé à l'atonie musculaire, ce sont les neurones glutamatergiques. Donc, des neurones qui sont excitateurs. Donc, ils excitent l'inhibition du bulbe qui va créer la paralysie musculaire. Donc, ça, c'est un modèle qui est normal. Dans le TCSP, donc la vidéo que vous avez vue, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce réseau-là, qui fait en sorte que la personne n'a plus l'atonie musculaire ou moins l'atonie musculaire qui est censée être là. Et ce qui est intéressant avec le TCSP, c'est que l'architecture du sommeil est maintenue. C'est-à-dire que il y a beaucoup de structures qui sont impliquées dans le sommeil paradoxal en général. Donc, le PPM, le LDT, le PAG, le RN, le LC, le LH. Beaucoup de structures dans le cerveau, des noyaux, qui sont impliquées dans le sommeil paradoxal, mais pas nécessairement particulièrement dans l'atonie musculaire. Et donc, ce qui se passe dans le TCSP, étant donné que l'architecture de sommeil est encore normale, ça veut donc dire que l'anomalie se trouve au niveau de ce réseau-là, le réseau qui relie le sous-Chereleus au bulbe ventromédian, au motoneurone. La question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer qu'il se passe de quoi dans ce petit, si on veut, réseau-là? Et c'est probablement une des choses qui fait en sorte que le TCSP est connu, c'est que le TCSP se trouve sur le spectre neurodégénératif. Donc, on sait que la majorité de ces patients-là vont développer avec le temps une synucléinopathie. Donc, ici, vous voyez là à droite, sur l'axe des X, c'est le suivi. Donc, après le diagnostic. Donc, ça, c'est 5 ans après le diagnostic, 10 ans après le diagnostic, 15 ans. Sur l'axe des Y, vous avez le taux de conversion. Donc, le nombre de patients qui ont développé une synucléinopathie avec le temps. Puis, on voit que plus on suit un patient, plus les risques de développer une synucléinopathie est élevé. En fait, presque la majorité des patients vont en développer une, à moins d'avoir une raison vraiment là, médicale, par exemple un petit ACV ou une lésion, quelque chose qui fait en sorte qu'on a un TCSP particulier, secondaire.
Donc, c'est très associé aux synucléinopathie. C'est quoi une synucléinopathie? Neuropathologiquement parlant, une synucléinopathie, c'est n'importe quelle maladie qui est associée par l'accumulation anormale d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine, qui est une protéine qui est normale, que tout le monde a, qui est extrêmement fréquente dans le cerveau, qui s'occupe de probablement la transmission synaptique. Donc, c'est très, très fréquent, mais dans ces maladies-là, elle devient mal repliée, elle se met à s'agréger, à former des motons. Et ça s'associe avec de la toxicité au niveau des cellules, au niveau des réseaux neuronaux et tout ça. Et donc, il y a une dégénérescence qui est associée. Au niveau clinique, une synucléinopathie, c'est souvent retrouvé sous 3 formes. La maladie de Parkinson, donc un trouble de mouvement caractérisé par un ralentissement des mouvements. C'est la maladie dont est atteint Michael J. Fox. La démence à corps de Lewy, donc une forme de démence qui est associée avec du parkinsonisme, des hallucinations, une altération de la conscience, des troubles de sommeil, dont était atteint Robin Williams, et l'atrophie multisystématisée, beaucoup moins fréquent. C'est une maladie qui est caractérisée plus par des atteintes autonomiques, avec de la pathologie qui se retrouve surtout dans les cellules gliales. Donc, le TCSP, la perte de l'atonie musculaire se produit à cause de réseaux qui se trouvent dans le pont et le bulbe, dans le tronc, et on sait que c'est relié donc aux synucléinopathie. La question, c'est comment est-ce que ces deux choses peuvent être réconciliées ensemble? Puis, il y a un modèle très fréquent qui est basé sur des cerveaux post-mortem de l'étude de la pathologie qui montre qu'enfin, on peut subdiviser la propagation des synucléinopathies en 6 stades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et au stade 1 et 2, ce qui arrive, c'est que la pathologie, l'alpha-synucléine pathologique, elle apparaît pour commencer dans les régions inférieures du cerveau, puis les régions olfactives. Donc, le bulbe olfactif, le noyau olfactif antérieur, puis le noyau moteur dorsal du nerf vague qui se trouve ici. Au stade 2, cette pathologie-là va commencer à monter dans le cerveau et va finir par atteindre les noyaux qui sont responsables de l'atonie musculaire, surtout les noyaux comme le locus coeruleus et le noyau sous-coeruleus qui est juste à côté. Donc, la pathologie se met à apparaître dans cette région-là et c'est à ce moment-là que la personne se met à avoir des comportements anormaux en sommeil et peut recevoir un diagnostic de TCSP. À ce moment-là, elle n'a pas encore la maladie de Parkinson, elle n'a pas encore la démence à corps de Lewy, elle n'a pas encore l'atrophie multisystématisée. Au stade 3 et 4, là, ce qui arrive, la pathologie continue de monter. Au stade 3, la pathologie va atteindre le noyau pédoculopontin, va se mettre à atteindre les noyaux magnocellulaires du prosencéphale basal, va se mettre à atteindre surtout la partie compacte de la substance noire. Donc, quand la pathologie se met à atteindre la substance noire, puis les neurones dopaminergiques de la substance noire, ce qui arrive, c'est que ces neurones-là sont assez fragiles parce qu'ils ont plusieurs facteurs de vulnérabilité au niveau morphologique, au niveau bioénergétique, vont finir par mourir, ce qui va entraîner une perte de dopamine dans les ganglions de la base et donc le commencement de symptômes moteurs qui ressemblent à la maladie de Parkinson. C'est à ce moment-là que la personne commence à avoir de la difficulté au niveau moteur, va voir son médecin, va voir son neurologue, puis reçoit possiblement un diagnostic de maladie de Parkinson. Au stade 4, la pathologie continue de se répandre, se met à atteindre l'hypothalamus, quelques parties du thalamus, puis là, ça commence à rentrer dans le cortex, le mésocortex antéromédian. Et au stade 5 et 6, là, c'est le part A. La pathologie se met à rentrer dans le cortex. Au stade 5, ben là, ça commence à atteindre les aires associatives néocorticales de haut niveau. Puis au stade 6, là, il y a un investissement des champs primaires. Et ce qui est important de garder à l'esprit, puis ça, c'est l'essentiel des travaux que je fais, c'est qu'il y a une limite aussi à cette propagation-là. Dans le sens où, quand on regarde juste ce modèle-là du BRAC en 6 stages, on pourrait se dire, ah, mais finalement, le TCSP, il se passe rien dans le cerveau. Parce qu'au fond, la pathologie, elle se trouve juste dans le bulbe, dans le pont, puis elle n'est pas ailleurs dans le cerveau. Donc, les gens sont encore corrects, c'est un stade prodromal, il ne se passe rien dans le cerveau. Mais c'est important de toujours garder à l'esprit, puis je pense que c'est ça un peu le take-home message que j'aimerais porter avec cette présentation-là, très succincte, c'est que la pathologie, c'est pas les changements fonctionnels et anatomiques. C'est-à-dire que le modèle suppose que la pathologie va être restreinte au pont puis au bulbe, mais en fait, quand on étudie le cerveau des patients avec un TCSP, qui n'ont pas encore de maladie de Parkinson, qui n'ont pas encore de démence à corps de Lewy, qui n'ont pas encore d'atrophie multisystématisée, on voit qu'il y a déjà beaucoup de changements qui se passent dans le cerveau. Comme par exemple, ici à gauche, ça ici en jaune, ce que vous voyez, c'est les endroits dans le cerveau où l'épaisseur du cortex est anormale. C'est des régions qui sont atrophiées dans le cerveau. Puis on parle de personnes qui n'ont pas encore développé de maladie de Parkinson. Ils sont encore dans un stade
prodromal, préclinique. Donc, il y a déjà des changements au niveau de l'atrophie cérébrale. Au milieu ici, c'est au niveau de la consommation de glucose. On sait que les cellules dans le cerveau qui ont besoin de glucose pour fonctionner vont se mettre à avoir un pattern de fonctionnement de consommation de glucose qui devient anormal déjà. Et à droite, c'est la recapture de dopamine. Donc, on sait que les ganglions de la base, le putamen, le noyau codé, ont besoin de dopamine pour fonctionner. Et on voit qu'il y a une consommation réduite causée par la perte des neurones dopaminergiques dans la substance noire. Bref, tout ça pour dire que les modifications qui se passent dans le cerveau se produisent déjà, même si la pathologie se trouve peut-être juste restreinte au niveau du tronc. Parce que généralement, dans ces régions-là, on fait face à des systèmes qui s'envoient partout dans le cerveau. Donc, en résumé, le TCSP est caractérisé par la perte de l'atonie musculaire en sommeil paradoxal et la survenue de mouvements et de vocalisation pendant le SP, le sommeil paradoxal. C'est un stade prodromal des synucléinopathies qui pourrait permettre de comprendre le développement de maladies de Parkinson, de démence à corps de Lewy et d'atrophie multisystématisée. Sa manifestation tonique est myélencéphalique, mais les conséquences cérébrales s'affichent aussi en avant. Voilà. Merci beaucoup, Chadi, pour cette présentation super claire. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Nadia. Avec ta présentation, on dirait que ça mettait encore plus en évidence à quel point il y a beaucoup de systèmes de neurotransmetteurs qui sont impliqués pour produire cette atonie-là pendant le sommeil paradoxal. Puis je me demandais s'il y a des troubles neuraux où, sans avoir un TCSP, on a quand même un peu plus de tonus musculaire en REM parce qu'il y a des atteintes de certaines régions du tronc ou des diminutions de certains neurotransmetteurs. Il y a la narcolepsie déjà, qui d'une certaine façon est un neurotransmetteur qui vient altérer avec ce fonctionnement-là du système atonique. Déjà, là, si on prend la catalepsie, cataplexie, donc déjà, il y a l'air d'avoir un peu une atteinte comme ça en termes de parasomnie. Sinon, il y a aussi les antidépresseurs. Les antidépresseurs, on sait que les changements qui s'induisent au niveau là, des systèmes de neurotransmetteurs vont venir produire parfois, pas chez tout le monde, puis ça, c'est absolument pas clair, une augmentation du tonus musculaire en sommeil paradoxal. Pourquoi? Probablement des changements en amont. On sait que les ISRS, c'est le cas. Peut-être des changements au niveau des récepteurs 5HT1A qui se produisent dans telle région. Donc, c'est dur à dire exactement, mais oui, on le voit pour les antidépresseurs, on le voit aussi pour la narcolepsie, puis oui. Moi, j'ai une question vraiment naïve, parce que je me dis que si le TCSP il a vraiment une origine neurodégénérative, tu nous as présenté un cas qui est vraiment sévère, mais je me demandais si même pour ça, il y a des stades un peu prodromaux avec des signes avant-coureurs, ou est-ce qu'on arrive vraiment tout de suite à des cas vraiment sévères comme tu as montré? C'est sûr que maintenant, ce qu'on sait, puis par les études que j'ai publiées, j'ai montré finalement que déjà quand une personne a un TCSP, même si elle n'a pas encore développé une maladie de Parkinson ou une démence à corps de Lewy, il y a beaucoup de changements dans le cerveau. Des changements d'atrophie, des changements de consommation de glucose, des changements au niveau de la recapture de dopamine. Ça, c'est des changements qui sont majeurs. Ça veut dire que le cerveau est déjà vraiment quand même assez avancé. Idéalement, on serait encore bien plus en avant que le TCSP. Puis ça, c'est un objectif que là, les chercheurs sont en train de se donner. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut reculer encore plus que le TCSP? Puis, c'est difficile pour l'instant. Parce que déjà, le TCSP, on est vraiment en avance. Mais peut-être encore plus en avance que le TCSP, c'est un défi. Mais la façon de le faire d'un point de vue du sommeil, c'est en s'intéressant au sommeil paradoxal sans atonie, le RSWA. Donc, des personnes qui commencent à avoir un tonus musculaire élevé, mais qui n'ont pas encore de comportement, qui n'ont pas rien vraiment d'évident, d'observable au niveau de la vidéographie, mais qu'on peut déjà détecter sur le sommeil paradoxal. Puis là, en ce moment, avec le CEAMS, avec le nombre de PSG qui vont être disponibles, c'est sûr qu'on peut revenir en arrière, mesurer le tonus musculaire de façon automatique avec un algorithme, si on veut, si c'est possible, de toutes ces PSG-là, puis d'essayer de recontacter ces gens-là, puis voir, mais qu'est-ce qui est devenu finalement? Est-ce qu'on peut aller les évaluer, puis de voir à ce moment en amont, est-ce que finalement on était face à des personnes avec un RSWA, puis voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais passer à ma propre présentation. Ok, je pense que c'est bon. Moi, je vais vous parler de maladie d'Alzheimer.
Alors, je vais vous partager mon écran. Je ne suis pas comme Nadia, je n'arrive pas à parler en même temps que je vous partage mon écran, mais je suis moins bonne en double tâche. C'est ça, je vais vous parler de sommeil paradoxal et des liens avec la maladie d'Alzheimer. Je vais essayer de vous convaincre que c'est intéressant de s'intéresser à ce stade de sommeil particulier dans le cadre de la maladie d'Alzheimer parce que ces dernières années, on a beaucoup entendu parler du sommeil lent et du sommeil lent profond notamment parce que c'est impliqué dans le nettoyage des déchets toxiques lors du sommeil et c'est impliqué dans la mémoire aussi évidemment. Et le sommeil paradoxal, il est peut-être un petit peu moins étudié, mais je vais essayer de vous convaincre que c'est quand même intéressant. Donc pour qu'on soit tous rapidement sur un pied d'égalité, la maladie d'Alzheimer, c'est la forme de démence la plus commune. On s'attend à un triplement des cas d'ici 2050. On a actuellement à peu près 50 millions de personnes atteintes de démence dans le monde. Et elle se caractérise par des altérations cérébrales neurodégénératives de deux types, des plaques amyloïdes qui s'accumulent en extracellulaire et des dégénérescences neurofibrillaires liées à la pathologie Tau qui s'accumulent à l'intérieur des neurones, puis tout ça, ça amène à la mort neuronale de manière conjointe. Et en fait, on se rend compte que les altérations cérébrales, elles progressent pendant des décennies avant l'apparition de la démence et la perte d'autonomie des patients, avec des symptômes cognitifs qui apparaissent de façon graduelle. Donc, on a une très longue phase prédémentielle. Et c'est une phase dans laquelle on commence à avoir un certain nombre d'anomalies, notamment au niveau du sommeil. Puis, je vais vous en reparler. On sait que le sommeil paradoxal en particulier, il est relativement préservé dans le vieillissement normal, mais ce n'est pas le cas chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer au stade de démence, puis même dans les stades prodromaux. Ce qu'on observe chez eux, c'est une réduction de la durée et de la proportion du sommeil paradoxal, donc vraiment des anomalies en termes d'architecture. C'est des anomalies qui sont déjà détectables chez des patients qui ont des troubles cognitifs légers, donc MCI en anglais, en particulier chez certains patients dont on sait qu'ils vont convertir vers une maladie d'Alzheimer parce qu'on les a suivis d'un point de vue longitudinal, et chez des personnes qui ont des facteurs de risque génétiques, donc notamment les porteurs ApoE4. Et cette réduction de la durée et de la proportion du sommeil paradoxal, elle est aussi observée dans les modèles animaux de maladie d'Alzheimer. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez consistant. Et d'un point de vue plutôt de la microstructure, on observe un ralentissement de l'EEG en sommeil paradoxal. Donc, c'est ce qu'on disait un petit peu quand Claudia a présenté tout à l'heure. En fait, normalement, le sommeil paradoxal, on a très peu de rythme lent et un EEG avec des rythmes plutôt rapides. Et dans la maladie d'Alzheimer, on observe un peu une inversion, donc avec une augmentation des rythmes lents et une diminution des rythmes rapides, surtout dans les régions centro-postérieures. Puis on sait que ces régions-là, elles sont hypométaboliques dans la maladie d'Alzheimer. Et ces anomalies du sommeil paradoxal, notamment de l'architecture du sommeil paradoxal, elles ont été associées au déclin cognitif, donc à la diminution des performances cognitives globales au cours du temps, à un risque accru de développer une démence et à la mortalité. Donc tout ça, ça a été montré dans des grosses études épidémiologiques, notamment où on suit les participants pendant parfois plusieurs décennies. Et notamment, il y a une étude récente qui a montré sur 321 participants qui ont été suivis pendant à peu près 12 ans, donc c'est quand même un gros temps de suivi, que la réduction de la proportion de sommeil paradoxal, elle est associée au risque de développer une démence, puis quand même dans des proportions assez importantes, parce qu'ils ont modélisé que pour chaque pourcentage de diminution de sommeil paradoxal, on a un risque de développer une démence qui augmente de 9%, donc c'est quand même dans des proportions assez importantes. Donc, c'est un stade de sommeil qui, lorsqu'il est altéré, est prédictif du risque de démence et de la conversion. Et dans cette étude, notamment, ce qui est intéressant, c'est que le sommeil lent profond, notamment, n'était pas significativement associé au risque de démence. Et donc, on peut se demander pourquoi le sommeil paradoxal il est associé au risque de démence. On ne le sait pas vraiment très bien. Les mécanismes cérébraux, ils restent quand même à déterminer. Puis, c'est le sujet de mes études au CEAMS, de mon postdoctorat. Et on pense que l'altération du système cholinergique serait impliquée.
Pourquoi? Le système cholinergique, en fait, c'est les neurones cholinergiques, en fait, ils sont dans des régions qui sont importantes dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. On a un certain nombre de neurones cholinergiques au niveau du tronc cérébral qui vont ensuite projeter vers une région qui s'appelle le basal forebrain, où c'est la source majeure de neurones cholinergiques du néocortex. Et en fait, ces neurones des noyaux du basal forebrain, ils vont innerver complètement tout le néocortex et les régions temporales médianes, dont l'hippocampe. Et le basal forebrain, en fait, il est composé de plusieurs noyaux, et notamment, on peut les découper en 2 groupements principaux, les noyaux 1, 2, 3 et le noyau CH4, qui correspond au noyau basal de Meynert. Et ces noyaux-là, en fait, ce qui les distingue, c'est qu'ils projettent de manière majoritaire vers des zones un petit peu différentes au niveau cérébral. Et le système cholinergique, en fait, on sait qu'il est très, très important pour le sommeil paradoxal. D'un point de vue physiologique, en fait, l'activité cholinergique, elle est très, très active en sommeil paradoxal, davantage que dans tous les autres états de conscience, donc davantage qu'à l'éveil et qu'en sommeil lent. Et on sait que l'activation corticale en sommeil paradoxal, donc cette activité corticale très, très rapide, elle dépend majoritairement de l'activité cholinergique. Et on sait aussi que le système cholinergique, il est important pour le fonctionnement cognitif et la régulation émotionnelle, et notamment pour l'attention, l'apprentissage et la mémoire. C'est un système de neurotransmission qui est impliqué dans la plasticité cérébrale et aussi dans la réponse au stress, par exemple. Donc, physiologiquement, il joue quand même des rôles centraux. Mais on sait qu'il est très altéré dans la maladie d'Alzheimer. Ça fait partie des régions cérébrales qui dégénèrent le plus précocement. Le basal forebrain, en fait, il a été montré dans les études à la fois post-mortem et en neuroimagerie qu'on a une forte diminution de son volume chez les patients au stade de démence, mais aussi au stade prodromo, donc chez les patients MCI amnésiques. C'est ce qu'on voit sur le graphe à droite de l'écran. Donc, ça a été montré dans vraiment une grosse cohorte australienne. Et ça, comparativement aux sujets âgés contrôle de même âge, en fait. Et on sait que dans le continuum pathologique de la maladie d'Alzheimer, l'atteinte, elle est précoce. Donc, elle est visible dès le stade de MCI. Donc dès qu'on a des troubles cognitifs légers, même avant la démence, on a déjà une atrophie du basal forebrain. Et aussi, c'est une région qui est altérée avant certaines zones corticales, notamment le cortex entorhinal et l'hippocampe, qui sont déjà elles-mêmes considérées comme des régions précocement atteintes par la pathologie. Mais le basal forebrain a une neurodégénérescence avant ces régions-là. Et il semblerait que chez les patients qui ont un MCI ou une maladie d'Alzheimer, l'atrophie du basal forebrain, elle soit associée à de moins bonnes performances cognitives et soit prédictive de la conversion, notamment vers la maladie d'Alzheimer. Donc ça semble être quand même un processus pathologique central et précoce. Mais on sait que on se doute que le système cholinergique, il est important pour la physiologie du sommeil paradoxal, il est altéré dans la maladie d'Alzheimer, mais les liens entre les deux, ils n'ont jamais été vraiment investigués. Il n'y a personne qui s'est intéressé à relier l'atrophie du basal forebrain et les anomalies de sommeil paradoxal qu'on peut observer chez les participants avec un MCI, par exemple. Donc, c'est l'objet de l'étude que je vais vous présenter maintenant, où on s'est intéressé à regarder les liens entre l'intégrité du basal forebrain, des sous-noyaux dont je vous ai parlé, et l'architecture du sommeil paradoxal, donc chez des sujets âgés qui sont cognitivement sains et des participants qui ont un trouble cognitif léger, avec comme hypothèse que la diminution de la quantité de sommeil paradoxal, elle serait associée à l'atrophie des noyaux du basal forebrain, et en particulier du noyau basal de Meynert, qui semble dans la littérature être atteint le plus précocement. Et on pense que ça serait particulièrement évident chez les participants qui sont engagés dans le continuum Alzheimer, donc les participants avec des troubles cognitifs légers.
Donc, on a une cohorte de 62 participants de plus de 55 ans, avec 31 sujets cognitivement sains et 31 patients avec un MCI amnésique. Alors, ils ont tous eu une évaluation neuropsychologique et ça nous a permis d'établir le statut cognitif. Ils ont tous eu une polysomnographie OCAMS et ça nous permet d'en tirer les variables d'architecture du sommeil paradoxal. Donc, on s'est intéressé à la proportion et la durée du sommeil paradoxal, mais on a aussi regardé d'autres éléments comme la latence du stade sommeil paradoxal et l'efficacité du sommeil paradoxal, notamment sa fragmentation par d'autres stades de sommeil. Et on a éliminé tous les participants qui avaient des apnées trop importantes en sommeil paradoxal, parce que ça pouvait être un facteur confondant pour notre étude. Et tous ces participants ont passé une IRM structurale et grâce à une toolbox et un atlas particulier qui est basé sur des données post-mortem, on a pu obtenir l'intégrité et le volume des sous-régions du basal forebrain dont je vous parlais en introduction. Donc, les noyaux CH1, 2, 3 d'une part et le noyau basal de Meynert, donc CH4 d'autre part. Et on a aussi, en moyennant les deux, retrouvé les données d'intégrité globale du basal forebrain. Donc, tous nos participants, ils sont quand même évidemment relativement âgés, ils ont en moyenne 67 ans. On a 32% de femmes dans notre échantillon et on n'a pas de différence entre nos participants contrôle et nos participants avec un MCI d'un point de vue des variables démographiques, de la qualité du sommeil et de l'intégrité du basal forebrain. Et comme attendu, en fait, nos deux groupes ils différaient sur les performances cognitives avec des performances cognitives en mémoire et globale diminuées chez les participants MCI. C'était attendu. Et la première chose qu'on a faite, c'est de regarder dans la cohorte entière, on met tout le monde, et on regarde si l'architecture du sommeil paradoxal, elle est associée à l'intégrité du basal forebrain. Et on a observé que, oui, que lorsque l'on a une diminution de la proportion de sommeil paradoxal, on a une diminution de l'intensité et de l'intégrité du noyau basal de Meynert, donc ici CH4, et puis c'était aussi visible lorsqu'on prenait l'intégrité du basal forebrain total. Donc, quand on a une altération du noyau basal de Meynert, on a une proportion et aussi une durée. Je n'ai pas mis les valeurs ici, mais la durée en termes de minutes était également diminuée. Et ensuite, on a stratifié notre cohorte par statut cognitif pour voir quand on regarde uniquement chez les sujets âgés sains ou chez les patients MCI ce qui se passe. Et ces associations, on a retrouvé exactement les mêmes uniquement chez les participants avec un trouble cognitif léger, chez les participants AMCI, et l'intégrité du basal forebrain et le sommeil paradoxal, ils n'étaient pas associés significativement chez les contrôles. Et ces liens entre l'architecture du sommeil et l'intégrité du basal forebrain, ils étaient spécifiques au sommeil paradoxal parce que j'ai répliqué les mêmes analyses en regardant l'architecture du sommeil non-REM, donc la durée et la proportion des stades N2 et N3 combinés, et aussi la quantité d'éveil dans la nuit de sommeil, puis il n'y avait aucune de ces variables qui était associée à l'intégrité du basal forebrain, donc c'était vraiment spécifique au sommeil paradoxal. Donc, en conclusion, les résultats de cette étude, ils montrent que lorsque l'on a une diminution de la durée de la proportion de sommeil paradoxal, on a une diminution de l'intégrité du basal forebrain et notamment du noyau basal de Meynert, qui est le noyau qui innerve le néocortex principalement. Et ces liens, ils étaient observés notamment chez les participants qui ont un trouble cognitif léger par rapport aux sujets âgés cognitivement sains. Donc ça, c'est assez consistant avec les études qui montrent que cette région allait atteindre précocement dans le continuum Alzheimer et notamment chez les participants MCI. Et ça expliquerait potentiellement pourquoi chez ces participants-là, on observe des altérations de l'architecture du sommeil paradoxal. Et on peut quand même se demander pourquoi chez les participants cognitivement sains, on n'observe pas ce lien, parce que si on se dit qu'il y a potentiellement un continuum, ça peut être un peu étonnant de ne pas observer de lien chez les participants cognitivement sains. Mais on pense que cette population, elle reste quand même hétérogène, c'est-à-dire que chez des participants qui n'ont pas de troubles cognitifs, il y en a certains qui vont être au stade préclinique de maladie d'Alzheimer, donc certains vont avoir de la pathologie qui ne s'exprime pas encore par des troubles cognitifs, mais pas tout le monde, et donc il y en a potentiellement même une très petite proportion qui rentrent dans le continuum Alzheimer.
Et quand on est cognitivement sain, potentiellement, on a plus de variabilité en termes de microstructure que de macrostructure. Ça, c'est une autre... potentiellement une autre explication. La microstructure pourrait être plus sensible que des altérations assez massives de macrostructure. Et peut-être aussi qu'on a une compensation fonctionnelle qui peut se faire lorsque le basal forebrain commence à être atteint. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation aujourd'hui. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Peut-être juste une mini-question naïve. Je vois à travers toutes vos présentations que vous essayez de déceler le plus rapidement possible dans un stade de plus en plus précoce. Mais est-ce qu'il y a un traitement qui permet de ralentir la maladie? Est-ce qu'on a quelque chose à offrir aux patients? En fait, c'est justement la chose qu'on essaye de voir, c'est quels sont les facteurs qui agissent sur le développement des pathologies neurodégénératives, parce qu'en fait, pour l'instant, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui cause ce processus neurodégénératif, donc on essaye de voir en amont qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est parce que tu dors mal? Est-ce que c'est parce que tu as un manque d'activité physique? Puis ça va mener à des traitements des facteurs qui potentiellement te causent ce processus neurodégénératif. Mais ça restera à étudier. Quantitativement, est-ce que, par exemple, traiter tes troubles du sommeil, potentiellement les choses qui vont éventuellement t'altérer ton sommeil paradoxal, est-ce que si en amont, tu agis là-dessus et est-ce que ça te prévient ton processus neurodégénératif? Il faudra le déterminer. Mais c'est un peu pour ça, c'est pour trouver des nouvelles pistes thérapeutiques qu'on essaye de voir quels facteurs influencent sur la neurodégénérescence avant qu'elle se produise, parce que une fois qu'elle est là, c'est plus difficile de la compenser. Alice? Merci Claire pour cette brillante présentation, comme toujours. J'avais une question, j'ai eu, je pense, une petite faille attentionnelle quand tu as parlé de l'efficacité du sommeil paradoxal. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette mesure que tu as créée, et enfin que tu as utilisée? Et ma seconde question, elle est plutôt sur après les mesures de neuroimagerie, parce que je sais que c'est aussi la suite, et sur le système cholinergique. Et est-ce que du coup, vous avez des pistes de marqueurs pour mesurer vraiment le système cholinergique en neuroimagerie? Qu'est-ce qui est fait en fait à l'heure actuelle dans ces méthodologies-là? Oui, en fait, pour la première question sur l'efficacité du sommeil paradoxal, c'est un peu, on a des grandes sections de sommeil paradoxal, mais ça représente un peu la fragmentation, c'est-à-dire à quel point tu as des époques de sommeil lent qui vont contaminer un peu là. Peut-être que Hélène est là et pourra me compléter, mais c'est un peu ça, c'est à quel point tu as des époques de non-sommeil paradoxal qui vont contaminer tes sections de sommeil paradoxal. C'est ça, c'est de la fragmentation. Et ensuite, pour ta seconde question, ouais, c'est ça. On mesure là de manière vraiment structurelle le basal forebrain, qui est, on le sait, la principale source de neurones cholinergiques du néocortex. On va avoir des mesures un peu plus fonctionnelles, entre guillemets, mais de déplétion cholinergique au niveau néocortical en TEP. Les participants vont potentiellement bientôt, certains, passer une TEP cholinergique et on pourra quantifier la déplétion spécifiquement, parce que c'est vrai que tous les neurones qui émergent du basal forebrain ne sont pas forcément tous cholinergiques là. Voilà. Hélène, est-ce que tu veux me compléter? Est-ce que tu peux juste répéter la question, s'il vous plaît, Alice? La question, c'était, tu sais, la mesure d'efficacité du sommeil paradoxal. Comment spécifiquement elle est calculée, cette mesure-là? C'est vraiment la fragmentation, en effet. Donc, si on a mis d'autres stades, donc il y a des personnes qui vont avoir des REM très peu fragmentés qui vont contrôler 100% d'efficacité, alors que d'autres, dépendamment de la fragmentation, vont avoir des efficacités plus basses. Ouais. Merci. Est-ce que je me posais la question de cette fragmentation de sommeil paradoxal, elle est intéressante. Et est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui est rapporté, en fait, le fait que ils ont une proportion moindre par rapport à des sujets contrôle, une durée moindre aussi, mais est-ce que c'est aussi un sommeil paradoxal qui est plus fragmenté? Est-ce que c'est ça le problème, en fait?
de cette fragmentation plutôt qu'une moindre durée. Oui, c'est pas super clair chez l'homme, mais tu vois, si on revient aux modèles animaux, ce qui est le plus consistant entre toutes les études, puis selon le type de modèle animaux que tu prends de maladie d'Alzheimer, tu en as certains, ça mime beaucoup la pathologie amyloïde, d'autres c'est la pathologie tau et d'autres c'est les deux de manière concomitante. Ta réduction de la durée de la proportion de sommeil paradoxal, elle est hyper constante entre tous les types de modèles animaux. La fragmentation, c'est moins montré. Il y a quelques études qui montrent que ton sommeil paradoxal est plus fragmenté, mais il y en a qui ne retrouvent pas du tout ça. Donc, c'est un peu moins clair, cet aspect-là. Merci. Je crois qu'on n'a plus de questions, Nadia. Mais super, je pense que c'était vraiment une session très, très complète. Je pense que c'est rare des sessions qui couvrent aussi large sur le sommeil paradoxal. Donc, merci à tous nos conférenciers d'aujourd'hui. Puis, c'était vraiment intéressant. Puis, pour la semaine prochaine, je vous rappelle que ça va dépendre de vos questions puis de vos idées. Donc, je vais renvoyer une petite annonce sur cm.annonce pour solliciter vos idées, vos questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, ça va terminer la session d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci.